C'est une créatrice de mode dont l'existence mériterait d'être adaptée en film ou en série, tellement c'est une vie riche, pleine de rebondissements, d'innovations et toujours aussi inspirante. Bienvenue à vous, chers découvreurs de la langue française. Je vous remercie d'écouter ce podcast qui est consacré à Madeleine Vionnet, cette grande créatrice de haute couture qui a eu un parcours singulier, tourné à la fois vers l'innovation, l'émancipation, la réalisation de soi-même, mais également beaucoup de féminisme, de sororité et également de recherche intellectuelle. Et c'est une femme qui a toujours respecté ses propres convictions, qui n'a jamais cédé aux tendances de l'époque. Au contraire, c'était elle qui créait les tendances et elle savait parfaitement s'entourer, elle savait également rencontrer des personnes vraiment inspirantes, comme nous allons le voir dans ce podcast. Et son attitude de pionnière, comme je vous disais, est encore de nos jours une source d'inspiration. Elle n'avait vraiment pas peur d'aller à contre-courant, elle n'avait pas peur non plus de s'arrêter pour mieux repartir et elle savait défendre ses propres intérêts. Alors beaucoup moins connue du grand public que Coco Chanel, Madeleine Vionnet reste une figure de la mode, respectée des professionnels. Sa vie et son travail m'ont beaucoup intéressée parce qu'ils reflètent des choix personnels, des recherches également artistiques mais aussi artisanales. Et puis je ne suis pas une spécialiste de la haute couture, mais en faisant ce podcast, j'ai appris pas mal de choses et j'avais envie de le partager avec vous. C'était une femme forte, féministe avant l'heure. Et comme toujours, vous savez, ce podcast va être complété par une série d'exercices de compréhension orale sur notre site internet frenchdiscoveries.fr. Mais si vous voulez juste l'écouter par curiosité, vous n'êtes pas obligé de faire les exercices de français qui seront de toute façon à part et pas intégrés dans la vidéo, car la vidéo est déjà assez longue. Pour soutenir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, je voulais vous en remercier. Et ce podcast, en fait, est à destination, comme je disais, des curieux, des amateurs de haute couture, ceux qui aiment les biographies. Et si vous apprenez le français, c'est l'occasion d'écouter un récit sur un temps long et sur un sujet qui n'est peut-être pas forcément un sujet que vous connaissez. Voilà, donc si vous apprenez le français, pensez aux sous-titres et si vous regardez la vidéo sur YouTube, sachez qu'il y a des chapitres si un point particulier vous intéresse. Alors c'est parti, venez avec moi découvrir la vie de Madeleine Vionnet, une créatrice de mode à découvrir ou à redécouvrir si vous avez déjà entendu son nom. Madeleine Vionnet a eu une enfance complexe. Alors, elle est née en 1876 dans une petite ville de province à côté d'Orléans et elle est fille unique. C'est pas vraiment ça qui est original dans son enfance. Ce qui est original, c'est que le ménage de ses parents n'est pas très heureux, mais sa mère décide de quitter le domicile conjugal pour aller ouvrir un café à Paris et elle plaque tout quand Madeleine est encore très petite. Donc, elle a juste 3 ans quand sa mère part et Madeleine se retrouve donc avec son père. On pense que cet événement, forcément, c'est quelque chose qui va marquer la jeune Madeleine, aussi bien négativement, bien sûr, le manque de mère, mais aussi positivement, puisque ça va lui montrer qu'une femme peut être égoïste, entre guillemets, c'est-à-dire choisir son propre chemin, ce qui est toujours difficile, d'autant plus quand on a des enfants. La mère de Madeleine a donc transgressé cela, elle a préféré vivre sa vie de femme et ça va inspirer Madeleine à plusieurs périodes de sa vie. On peut donc dire que cet événement traumatique de l'enfance est à double tranchant. C'est négatif parce qu'elle se retrouve sans maman et c'est positif parce que sa mère lui a donné l'exemple de pouvoir choisir sa destinée en faisant fi des conventions, et ça à une époque où les femmes étaient soumises à leur mari et rarement indépendantes économiquement. Sa mère s'est lancée dans un projet d'indépendance, dans un projet d'entrepreneuriat. C'était peu commun. Je rappelle que donc on était en 1879.
Madeleine se retrouve seule avec son père et son père décide donc de quitter la province pour s'installer en banlieue parisienne, plus précisément à Aubervilliers et plus précisément encore dans le quartier des Quatre Chemins. Alors, si comme moi vous venez du 93, le fameux 9-3 comme on dit, il est fort probable que vous ayez déjà été dans ce quartier, du quartier des Quatre Chemins, qui à mon avis ne ressemble plus du tout à ce qu'a connu Madeleine Vionnet à l'époque en 1879. Mais déjà en 1879, vous aviez une mutation de la ville d'Aubervilliers. Alors à l'époque, le quartier des Quatre Chemins était surnommé la Petite Prusse parce qu'il y avait beaucoup d'émigrés de langue germanique, donc c'était un quartier germanophone. Et c'est pourquoi? Parce qu'il y avait en fait la présence d'usines, notamment d'usines chimiques. C'était une profonde transformation pour ce quartier d'Aubervilliers parce que avant la commune était agricole et très rapidement, dans cette fin du 19e siècle, Aubervilliers va s'industrialiser et en fait vous avez des populations d'ouvriers qui vont donc venir s'installer aux Quatre Chemins, à Aubervilliers et aux Quatre Chemins, et ça va changer l'ambiance de la ville qui va également s'urbaniser rapidement. Le père de Madeleine, il travaille à l'octroi, c'est un mur qui sépare Paris de la banlieue. Il faut s'acquitter d'une taxe pour entrer et sortir. C'est l'une des nombreuses petites taxes qui ne sont pas très populaires et qui mettent les gens en colère. Il faut savoir que par exemple à Lyon, il fallait payer aussi une taxe pour emprunter le pont qui enjambait le Rhône, donc c'est pas propre forcément à Paris. Et néanmoins, ce sont des petites dépenses quotidiennes, donc c'est vrai que les gens ont tendance à rester en banlieue et aussi parfois à venir à Paris, notamment lorsqu'ils ont un jour de congé, mais à l'époque on travaillait beaucoup plus que maintenant. Alors, à l'époque, se développe également, surtout au sud de Paris, mais un petit peu partout autour de l'octroi, enfin autour de ce grand mur, vous avez ce qu'on appelle la zone, c'est-à-dire la zone qui sépare Paris et sa banlieue, avec des terrains vagues. Et maintenant, ces endroits sont occupés par de nombreux immeubles. Vous avez de nombreuses tours lorsqu'on sort de Paris. Et déjà, à l'époque, Aubervilliers connaît une forte hausse démographique importante qui va accompagner le développement industriel et l'installation des usines dans la ville. Les ouvriers viennent avec leurs familles, ils font des enfants et beaucoup de personnes viennent de province pour avoir un nouveau travail. Madeleine, elle aussi, vient de la province, elle vient d'une ville plutôt tranquille et elle va découvrir donc l'effervescence d'une ville beaucoup plus peuplée, d'une ville de banlieue, d'une ville qui commence donc son développement à une grande vitesse. Et elle va découvrir aussi la proximité avec la capitale où elle peut facilement se rendre à pied. Alors je précise ça pour les gens qui ne sont pas français, qui ne connaissent pas Aubervilliers. Je ne dis pas que c'est la promenade la plus agréable, mais en tout cas, même à l'époque, on pouvait déjà se rendre à pied entre Aubervilliers et Paris. Un apprentissage fructueux. Alors Madeleine, c'est déjà ce qu'elle a envie de faire dans la vie, très jeune. Elle a envie d'être institutrice, mais malheureusement, comme je vous ai dit, elle vit seule avec son père. Et pour des raisons économiques, elle doit entrer dès l'âge de 11 ans comme apprentie couturière, un métier qui ne la passionne pas au début. C'est par une relation de son père qu'elle a été, entre guillemets, on dirait de nos jours, pistonnée. Et les horaires de travail sont lourds, le métier est pénible et ennuyeux, surtout pour une jeune adolescente de 11 ans. En moyenne, on travaille 12 heures par jour, même quand on est apprenti, et en plus, elle débute au pied de l'échelle, c'est-à-dire qu'elle fait des choses aussi passionnantes qu'apprendre à enfiler des aiguilles et coudre des ourlets. Même au 19e siècle, une adolescente qui voulait faire autre chose en plus a vraiment du mal à trouver de la motivation dans ce genre de tâches. Mais cette expérience va apprendre à Madeleine à ne pas hésiter en fait à persévérer et à se positionner comme une apprenante. Elle a un désir d'apprendre et d'être la meilleure, donc elle veut apprendre avant d'innover. Et il faut savoir qu'à de nombreuses périodes de sa vie, assez fréquemment, elle va avoir l'humilité de tout recommencer à zéro pour ensuite modeler sa destinée comme elle l'entend. Donc c'est quelqu'un qui sait finalement accepter l'adversité,
apprendre et ensuite intégrer les choses pour faire comme elle veut. Elle va acquérir avec cet apprentissage l'endurance, la discipline, la rigueur et elle va finir par s'intéresser à des aspects très spécifiques de son métier qui d'ordinaire n'attirent pas l'attention des apprentis couturières. C'est-à-dire qu'elle va expliquer plus tard que lorsqu'elle était jeune, elle s'intéressait à la nature des étoffes, aux tombées du tissu et le drapé, ça l'intriguait énormément et très tôt, elle s'est dit que le tissu avait une vie propre et ce qui l'intéressait, c'était donc les rendus aussi du tissu. Alors au travail où les conditions d'exercice sont rudes, ses collègues travaillent sans corset, hein, c'est un milieu comme on a vu avec des ouvriers, c'est un métier quand même assez physique, il faut aussi produire beaucoup et les femmes de la grande bourgeoisie, les aristocrates, portent des corsets qui entravent leur mouvement, les empêchent de respirer, mais là ses collègues travaillent donc sans corset par nécessité, donc le corps des ouvrières va être plus libre de leur mouvement et les autres femmes dans la société, même si elles ont peut-être expérimenté une fois de ne pas porter un corset, elles ne peuvent pas s'affranchir de cet accessoire et Madeleine va donc travailler avec des femmes sans corset, elle-même ne va pas en porter tout le temps et du coup elle va vraiment voir la différence de confort. Et dans la bonne société, pour être considérée comme une fille bien, c'est-à-dire une fille respectable, être sans corset, c'était pas possible. Et Madeleine, après avoir fait cette expérience du confort, de ne pas porter de corset, elle va avoir une réflexion, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des robes qui permettraient aux femmes de s'affranchir du corset, qui permettraient aux femmes de disposer plus librement de leur corps. Mais à l'époque, elle a ces réflexions, mais elle est encore jeune, elle ne revendique rien, et pour le moment, elle ne parle pas d'abandonner le corset, mais on sait que très tôt, avec cette expérience de travail où elle était relativement libre de ses mouvements en raison de son habillement beaucoup plus détendu, elle se fera la réflexion qu'en fait le vêtement doit permettre d'habiller mais pas de contraindre. Alors c'est quelque chose qu'elle va ranger dans un coin de sa tête hein, parce que c'est encore une jeune femme et c'est vraiment une expérience empirique, c'est le début d'une réflexion. Pour elle, le vêtement est important, mais ne doit pas être une contrainte pour le corps. Premier pas dans la haute couture. Alors, comme je vous ai dit, elle habite à Aubervilliers, c'est vraiment à côté de Paris, et elle va céder à l'appel de Paris en changeant son lieu d'apprentissage alors qu'elle est encore adolescente. Elle a la possibilité par relation de faire un apprentissage à la maison de haute couture Vincent qui est située rue de la Paix à Paris et ça va lui permettre de découvrir un environnement différent de la banlieue parce que ce quartier est dédié au luxe. La maison Vincent en plus est très prestigieuse et sert de référence aux apprentis qui veulent travailler pour des maisons de haute couture. À l'époque, il faut savoir qu'il existe déjà les maisons de haute couture appartenant à Worth, Doucet, Calosseur et son apprentissage à la maison Vincent, c'est un apprentissage qui est à la fois technique mais aussi managérial, c'est-à-dire qu'elle va apprendre comment gérer un atelier et comment gérer les relations avec les acheteuses. Elle va découvrir qu'il est important de développer sa clientèle, d'avoir de bonnes relations avec la clientèle, sachant que la clientèle de la maison Vincent est composée de personnes aisées qui sont soucieuses de leur image publique et elles ont des exigences très pointues et c'est une clientèle de luxe et pour répondre aux besoins de cette clientèle, il faut donc avoir des connaissances. C'est pourquoi Madeleine apprécie énormément cet apprentissage. Et on peut dire qu'elle va vraiment apprendre, comme je vous ai dit, beaucoup de choses. Elle va aussi observer comment donc les responsables de la maison Vincent gèrent leur entreprise. Elle va apprendre également la conception d'autres modèles. C'est une expérience qui est complètement riche, formatrice, qui est charnière pour elle. Et elle n'est pas de ce monde, elle n'est pas de ce monde du luxe. Elle le découvre, elle se dit qu'elle a l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences pouvant la faire passer de petites mains à éventuellement gestionnaire d'entreprise, donc avoir sa propre maison de haute couture, c'est quelque chose auquel elle va
penser assez rapidement apparemment, mais comme je vous dis, c'est embryonnaire. Elle n'a pas les moyens financiers de se lancer et c'est une période où elle apprend tout ce qui va pouvoir lui être utile plus tard. Et Madeleine Vionnet, on voit qu'elle apprend toujours avant de se lancer et ensuite d'intégrer ce qu'elle a appris et de le mettre, on dirait de nos jours, à sa sauce, donc à sa cuisine. Donc là, elle est vraiment dans un apprentissage, mais elle adore apprendre et sous l'effet de ce nouvel environnement, elle va aussi s'intéresser à l'art, hein, qui est un domaine qui n'était pas présent dans son parcours jusque-là. Mais on est dans une période qui est donc une période très intéressante au niveau des avant-gardes et notamment vous allez avoir l'art nouveau avec les motifs floraux, les lignes courbes et Madeleine va vite être intéressée par justement tout ce qui va être fluide. Elle va vouloir casser la rigidité du vêtement, casser les contraintes comme on avait dit avec le corset, mais elle n'a pas encore toutes les connaissances pour matérialiser ses goûts personnels dans la réalité, mais ce qu'elle vit lui permet en fait de réfléchir à des orientations possibles. Cette période va coïncider avec sa vie de jeune femme, elle va rencontrer son mari à 18 ans, elle va se marier également la même année, donc en 1894, et elle va rapidement tomber enceinte et avoir un enfant, une petite fille. Alors son destin semble tout tracé, on pense qu'elle va donc être mère de famille, qu'elle va travailler dans un atelier et voilà, c'est terminé, fin de l'histoire, pas du tout, un drame va tout remettre en question. Malheureusement, à l'âge de 2 ans, sa petite fille meurt et Madeleine ne s'en remet pas. Son couple va voler en éclats et pour elle, rester à Paris, ça lui semble absurde. Alors, comme sa maman qui était partie, qui avait tout quitté pour gérer un café, cette fois-ci, Madeleine va décider de partir pour se reconstruire. Elle est dans un deuil qui n'arrive pas à passer et elle va trouver l'excuse qu'elle veut apprendre l'anglais et elle va tout quitter. Elle va tout quitter pour l'Angleterre. Elle va quitter son travail, elle va quitter son mari. D'ailleurs, elle demandera le divorce et elle va partir seule pour Londres, désireuse de plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau. Comme on dit, pour paraphraser Baudelaire, et elle commence à écrire son destin comme elle l'entend. N'oublions pas qu'elle est extrêmement jeune, elle a à peine 20 ans, elle a perdu un enfant, elle a fait l'expérience de la maternité, l'expérience aussi de la perte d'un enfant, du deuil et d'un divorce. Elle recommence sa vie à zéro dans un pays dont elle ne parle absolument pas la langue, elle ne parle absolument pas un mot d'anglais. Et il est certain que la perte brutale de son enfant a agi sur elle comme un électrochoc. Et bien sûr, c'est vrai que comme je vous ai dit, on voit un parallèle avec le parcours de sa propre mère qui avait tout quitté quand elle avait 3 ans. Mais pour Madeleine, c'est surtout l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, de faire son deuil loin de Paris. Elle est au plus mal, mais elle a une capacité de résilience qu'elle ne connaît pas encore et cette capacité de résilience va lui ouvrir des portes insoupçonnées. Ça va aussi mettre son caractère à rude épreuve et lui permettre de développer cette force de caractère qu'elle aura toute sa vie et également de révéler son potentiel créatif. Et si de nos jours partir à l'étranger, c'est quelque chose que l'on fait dans le cadre d'études pour se perfectionner. Lorsqu'on pense au parcours de Madeleine Vionnet, donc qui a commencé un apprentissage à l'âge de 11 ans, on est à la fin du 19e siècle, c'est une femme, c'est vraiment quelque chose d'original, quelque chose vraiment de pionnier et d'extrêmement courageux. L'expérience anglaise. Quand elle arrive à Londres en plein deuil de sa petite fille après un divorce, Madeleine a tout juste 20 ans, elle ne connaît personne, elle ne parle pas anglais et grâce à la recommandation de son ancien employeur, la Maison Vincent, qui comprend qu'elle a besoin vraiment de partir, elle va décrocher un poste de lingère dans un hôpital. C'est très loin du côté chic de la haute couture, elle coud des draps et des sous-vêtements. C'est un retour aux sources, comme lorsqu'elle était plus jeune et qu'elle apprenait à coudre des ourlets pendant son apprentissage à Aubervilliers. Et ce poste donc dans cet hôpital, c'est une période de transition
parce qu'elle va très rapidement, elle est très sociable, elle est très curieuse et donc elle va rapidement rencontrer une grande couturière britannique dont la clientèle est constituée d'aristocrates et c'est Kate Riley. Et il se trouve qu'entre Kate Riley et Madeleine Vionnet, une grande amitié va naître. Entre elles deux, le courant va passer extrêmement bien, au point que Kate Riley va l'embaucher, lui permettant d'acquérir de nouvelles connaissances. Madeleine Vionnet se souviendra toute sa vie de cette main tendue, de cette vraiment créatrice anglaise qui a été généreuse. Et à l'époque, on ne parlait pas encore de sororité. Mais quand les femmes s'aident au lieu d'être rivales, ça permet de créer des choses magnifiques. Et en ça, je trouve que le parcours de Madeleine Vionnet est très inspirant parce que toute sa vie, elle va cultiver cette sororité, cette aide envers des femmes et elle va aussi en bénéficier. Plus tard, quand elle va être connue, quand elle va être riche, elle va aider aussi de nombreuses femmes à se lancer en indépendante et elle va leur transmettre son savoir-faire. Quand elle sera patronne, elle va par exemple créer des crèches pour permettre à ces travailleuses de pouvoir travailler sereinement, sachant que leur enfant est dans une crèche qui est située dans l'entreprise. C'est quand même complètement nouveau. On revient quand même au début lorsque notre jeune Madeleine donc vient d'être embauchée chez Kate Riley. Elles sont amies, mais elle débute en bas de l'échelle et elle va gravir progressivement tous les échelons parce qu'elle est dans une position d'apprentissage et elle va commencer comme retoucheuse et elle finira chef d'atelier avec carte blanche de Marie Reilly qui lui faisait confiance en tout. Alors, chez Marie Reilly, elle s'occupait de la confection des robes, des patrons, elle dirigeait les autres couturières et il faut savoir que Marie Reilly, comme je vous ai dit, elle avait une clientèle extrêmement huppée et ça va permettre à Madeleine d'approfondir ses connaissances en matière de relations commerciales et d'études de marché. C'est une clientèle aisée, une clientèle de luxe qu'elle connaît bien. Elle a donc l'expérience en France avec la Maison Vincent. Là, elle a une expérience avec la clientèle aisée anglaise et en Angleterre, il faut savoir qu'à l'époque, on adapte chaque modèle à chaque silhouette. Il y a donc un dialogue qui était plus profond avec la cliente et il fallait aussi être très réactif. Et le service client, à l'époque, était tout aussi important que la renommée de la créatrice. On ne parlait pas encore de renommée de la marque, mais en tout cas, Marie Reilly était très appréciée et donc on apprécie aussi le fait qu'elle sache s'adapter aux demandes des clients. On va dire qu'il faut savoir faire et savoir faire savoir. La réputation est importante, c'est ce que va apprendre Madeleine. Et l'adaptation à chaque cliente, la personnalisation, c'est quelque chose qu'elle va ramener en France où elle va vraiment défendre ce postulat. Voilà, elle va s'adapter à ses clientes. Et il faut savoir aussi qu'à Londres, elle va découvrir quelque chose qui va énormément l'inspirer pour la suite de sa carrière. Elle va s'intéresser à beaucoup d'autres sujets et notamment elle va s'intéresser à la danse car à Londres, à l'époque, une danseuse d'origine américaine fait l'objet de toutes les curiosités. C'est Isadora Duncan qui danse dans les salons huppés et Madeleine a l'opportunité d'assister à un spectacle d'Isadora Duncan. Alors, on va pas faire un podcast sur Isadora Duncan. Sachez que c'est une grande danseuse américaine qui a la passion de l'hellénisme et elle a des costumes inspirés des habits grecs parce qu'ils lui permettent d'être libre de ses mouvements. Madeleine devient une grande admiratrice d'Isadora Duncan. Elle la rejoint déjà sur l'attrait pour l'hellénisme. Elle s'intéresse à cette période de l'histoire parce que bien sûr, elle aime les costumes grecs, les drapés, les plis et aussi elle est d'accord avec Isadora Duncan sur l'importance de pouvoir être libre de ses mouvements et pas entravé par ses vêtements. Donc les convictions d'Isadora Duncan vont répondre aux propres convictions de Madeleine concernant le vêtement et également au niveau de la manière de mener sa vie. Isadora Duncan est une femme libre qui gère son existence comme elle l'entend et Madeleine, c'est exactement la même chose. Elle a eu envie d'aller à Londres apprendre une autre vie, une autre expérience. Elle l'a fait.
L'art grec, c'est quelque chose qui intéresse donc, comme je vous ai dit, énormément Madeleine Vionnet. Plus tard, elle va créer une robe qui s'appelle robe petits chevaux, qui va reprendre l'idée des céramiques grecques à fond rouge et motifs noirs. C'est une robe qui est à la fois esthétique et innovante, notamment dans la technique employée pour la broderie. Parce que on va en reparler de cette robe par la suite, mais sachez qu'elle va étudier à de nombreuses reprises l'art grec et les statues. Elle va s'intéresser aux drapés, aux tombées du tissu, aux œuvres majeures qui nous sont parvenues depuis l'Antiquité, comme la victoire de Samothrace, qu'on peut d'ailleurs voir au musée du Louvre. Et elle va aussi étudier les statues du Vatican. Donc, Madeleine Vionnet a de nombreux points communs avec Isadora Duncan. Si vous voulez en savoir plus sur Isa Duncan, moi je vous conseille le podcast qui est sur France Inter, où une personne lit des extraits de son autobiographie. Ça s'appelle Ma vie, et vous avez les principaux chapitres qui sont lus, et c'est vraiment passionnant. Isadora Duncan a une vie vraiment intéressante, et c'est vraiment incroyable que ces deux femmes se soient rencontrées. Isadora Duncan donc se trouvait en Angleterre au même moment que Madeleine, et ce qu'elle apportait à la danse et aux costumes de scène, c'était à la fois l'œuvre d'une pionnière et d'une féministe, parce que mettre en avant un mode de vie indépendant au service de son art, s'affranchir des costumes traditionnels et des convenances, et ça pour défendre une vision artistique, un idéal de vie, c'était nouveau et ça ne pouvait que plaire à la jeune Madeleine. Alors Madeleine, elle travaillait encore pour les autres, elle avait encore besoin d'acquérir plus confiance en elle, techniquement et humainement, avant de se lancer, mais toutes ces expériences, toutes ces influences, on nourrit son imaginaire, on nourrit ses convictions, et des exemples de femmes comme Kate Rayleigh, ensuite Isadora Duncan, ont été fondateurs pour elle. Suite à ces influences, on pense que Madeleine a commencé à avoir une réflexion, et en fait, sa réflexion, c'était que le corps, c'est un art en mouvement. Et saisir le mouvement, c'était capital pour elle. Elle n'était pas danseuse, elle pouvait essayer de saisir le mouvement en utilisant le tissu, le vêtement. Et ça fera partie de ses recherches, parce que Madeleine Vionnet, c'est bien plus qu'une couturière. Comme je vous ai dit, elle veut libérer le corps des femmes, mais elle s'intéresse aussi au tissu en tant que tel, et à des expériences qui sont à la fois visuelles et sensorielles, grâce au tissu, grâce à la coupe du tissu, grâce aux robes de haute couture qu'elle va créer. Plus tard, les actrices de Hollywood ne s'y tromperont pas quand elles vont adopter son vestiaire. Ce sont des robes qui vont les mettre en valeur lorsqu'elles bougent, et puis qui vont mettre aussi en valeur des parties de leur anatomie. Elles ne sont pas engoncées, elles sont vraiment valorisées. Tout simplement, par exemple, vous avez le dos nu qui est caractéristique des créations de Madeleine Vionnet. Eh bien, ce dos nu va sublimer les femmes et mettre en évidence une partie du corps féminin qui est jusque-là négligée. Mais je vais un peu vite, on va revenir à la jeune Madeleine. Nous sommes maintenant en 1900, Madeleine est en Angleterre, elle a 24 ans et elle décide de revenir en France. 1900, c'est l'année de l'exposition universelle. Et à 24 ans, Madeleine, elle est riche d'une expérience professionnelle, elle a également acquis des compétences commerciales, elle a de nombreuses pistes créatives et elle gagne davantage confiance en elle. Va-t-elle se lancer à son compte ? Eh bien, pas encore. Elle va faire son art auprès de la maison des Sœurs Callot Sœurs, qui est une maison ouverte en 1895 et qui, en 1900, est une maison de haute couture extrêmement prestigieuse de la Belle Époque. Et Madeleine, elle va pas s'en cacher. Pour elle, les grands couturiers, ce sont des sources d'inspiration, et pour elle, il lui faut les côtoyer, il faut travailler pour eux, pour apprendre, parce que pour elle, ça fait partie d'un chemin qu'elle compte emprunter, pour ensuite, entre guillemets, digérer tout ce qu'elle aura vu et appris, et ensuite restituer quelque chose de vraiment personnel. Et comme c'est une personne extrêmement sérieuse, avec de bonnes références, et qu'elle a vraiment envie, bien évidemment, elle va réussir à travailler avec ces grands couturiers qu'elle admire.